Quand on était à Metz Expo, la veille au soir, les projecteurs qui prennent feu et donc la fumée qui tombe avec les flammes sur le court. Voilà, il y a quelques années, tout au début, les terrains avaient bougé, donc il y avait des espaces d'1 centimètre entre les plaques et tous les soirs, on sautait avec les 2 pieds pour les rassembler. On avait tous les ongles cassés, des ampoules aux pieds parce que toute l'équipe, tous les soirs, on remettait les plaques des cours. Il y a eu plein de choses comme ça et qui nous font apprendre aussi et puis par renouveler les mêmes erreurs l'année d'après. Mais chaque année a son lot de surprises. Combien d'années es-tu directeur de ce tournoi? Est-ce que tu peux nous le présenter, mais très rapide? Alors très rapidement, j'arrête ma carrière en 2003. Bien sûr, il y a la transition professionnelle, tout sportif, et donc j'ai la chance de pouvoir, grâce à mes relations avec Patrice Dominguez, d'amener une date ici en Moselle à Metz, et donc c'est en 2003 que naît le Moselle Open. Après, je suis devenu directeur du tournoi en 2008, et puis donc depuis maintenant une quinzaine d'années, 16, je suis directeur du tournoi. Magnifique. Tu disais que Federer t'avait emmerdé toute ta carrière, à peu près, ouais. En finale, et puis après avec la Lever Cup sur la même date. Et là, on... Et l'annonce de sa carrière qu'il a fait en plein... De sa retraite? De sa retraite, oui, en plein milieu, juste avant le Moselle Open. Donc automatiquement la presse, à un moment, se tourne vers lui. Donc voilà, ça fait 3 événements distincts qui m'ont bien pollué. Tu lui as envoyé un message pour lui dire de se calmer, d'arrêter ses conneries? J'espère que c'est fini maintenant. Il peut prendre sa retraite. Donc là, tu disais, ça coûte 5 millions d'euros de faire un tournoi comme ça? Le budget, ouais, le budget à l'année. Waouh. Salariés et autres. Et puis au niveau des infrastructures, on aménage 4000 m² d'éphémères à l'extérieur. Donc on se rend compte au prix du mètre carré. Et puis tout ce qu'on fait à l'intérieur, puisque c'est vrai qu'on a un événement pour un 250 en termes de qualité de terrain, tout ce qui est LED, tout ce qui est lumière, tout ce qui est chaud-lumière, tout ça sont des coûts, on connaît le montant de ces prestations, mais qui donnent une notion de prestige. On fait aussi venir des artistes. L'année dernière, on avait Joe Star. Cette année, on fait venir Stomy Bugsy Passy, il y a Yannick Noah, il y a des DJ reconnus. Donc on crée des événements comme ça qui permettent justement en plus du tennis, de donner une dimension supplémentaire et surtout créer des événements dans l'événement, parce que nous, notre intérêt, c'est que les gens qui viennent ici, même s'ils ne sont pas passionnés de tennis, déjà qu'ils viennent sur le court, mais surtout qu'ils repartent avec des émotions. Tu avais participé ici? Tu avais joué? Alors justement, l'année en 2003, je me suis fait opérer de l'épaule courant l'été, donc j'ai pas pu faire la première édition. Ouais. J'ai arrêté moi ma carrière milieu d'année 2004, et donc j'ai jamais pu jouer en simple le tournoi. Et par contre, voilà, après Yvon, mon pote et Patrice, ils m'ont fait une surprise en conférence de presse à 15 jours du tournoi. Ils ont dit voilà, il y a une wildcard qui ira à Julien et Olivier Mutis en double. J'avais pas tapé la raquette depuis 2 ans. Et on joue en plus Sepi Lubicic à l'époque. et on s'est bien fait martyriser. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai pu mettre un terme définitif à ma carrière. C'était en 2005 avec un double ici aux Arènes. Et comment ça se passe un événement où tu bosses toute l'année pour voir le jour une semaine par an, quoi? Je veux dire, vous faites vivre 5 personnes du coup, mais toi mentalement, comment tu te projettes là-dessus? On fait vivre bien plus, puisqu'il y a des études qui ont été faites. Un Moselle Open, c'est l'équivalent de 100 temps plein à l'année. Ah ouais? Donc c'est monstrueux. Bah oui, puisque on regarde tout l'événement, et puis les partenaires qui travaillent en amont, le traiteur, les gens ne travaillent pas qu'une semaine. Donc c'est tout ce qui est généré en emploi direct et indirect lié au tournoi. Donc c'est une réelle économie autour de tout ça. Après, c'est un petit peu comme quand on était étudiant. On se retrouve dans une situation où on bûche toute une année pour une semaine de partiel. Nous, c'est exactement le même cas, sauf que là, on n'a pas le droit de se planter parce qu'il n'y a pas de deuxième chance. Il y a un moment où tu t'es planté un peu? Tu peux nous raconter un petit fail? On se plante toujours, des petits soucis, et c'est une des richesses aussi de l'événement, et qu'on se rend compte que quand on a un problème, on est capable, toutes les équipes, se centrer sur ce problème pour justement trouver des solutions. 2024, il y a eu un truc en particulier? J'en ai eu des tas de problèmes. Lancer du tournoi, à un moment le terrain qui n'est pas aux normes ATP, ouais. Donc à un moment tout refaire, ou alors il manquait quoi? Il manquait quoi? Les lignes, en fait, quand il y avait les repères, elles ont été peintes à l'intérieur du repère à la place d'être peintes à l'extérieur. Et donc, si on cumule de largeur de ligne, ça veut dire qu'il manquait 10 cm en largeur au terrain. Et ça, l'ATP ne passe pas. Une année, il y a des logos du partenaire, notamment la Moselle, qui en font courbe avec une vue caméra. Et on commande le pochoir, on le reçoit le vendredi pour le mettre sur le terrain.
et le pochoir en fait il s'était trompé de 10% dans l'échelle, et donc on se retrouve, au lieu d'avoir un logo de 40 cm de haut, ben, il fait 4 cm de haut en pochoir. Et donc là j'avais le soir, pendant la nuit, et ben j'ai au crayon, j'ai fait le logo et je l'ai peint moi-même à la main pour pouvoir le livrer le lendemain. Il est là le directeur. Est-ce que tu peux nous présenter le tournoi de manière chiffrée? Budget, combien de personnes, combien de sponsors? Voilà, alors on a plus de 140 partenaires, on accueille à peu près 20 000 VIP tout au long de la semaine. Le budget du tournoi c'est de l'ordre de 5 millions d'euros. Il y a 5 salariés à l'année, plus des experts dans différents domaines, la communication, les réseaux sociaux, en termes de régisseurs. Et après sur le tournoi, on monte à presque 400 personnes. La phase de montage, c'est-à-dire chapiteau, sol, et puis après tout ce qui est cloison, décoration, plus sécurité, hôtesse, ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une société privée. Donc on n'a pas de bénévolat, et toutes les personnes qui travaillent ici, elles sont sous contrat avec soit notre partenaire intérim d'LSI, soit en direct. Donc voilà, et puis chaque année, on a la chance d'avoir quand même un renouvellement de plus de 90% de nos partenariats. Donc ça c'est une grande satisfaction, c'est-à-dire que voilà, on travaille énormément avec nos partenaires en fin de tournoi avec des débriefs pour pouvoir améliorer l'événement. Et puis il y a des nouveaux partenaires comme notamment Lexus cette année qui nous rejoint, et en plus qui colle parfaitement à un engagement RSE qu'on a avec des véhicules justement électriques et hybrides, et c'était une attente, voilà, et une recherche qu'on avait depuis plusieurs années, et il s'est trouvé que les planètes étaient parfaitement alignées, parce que l'année prochaine on dépose un dossier pour être événement ISO 20121, c'est-à-dire avec un niveau de RSE assez exigeant, et donc d'être à peu près éco-responsable. On entend depuis 2-3 ans, on ne sait pas si le tournoi va perdurer. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi ça fait 15 ans que je l'entends. Donc so far so good. Voilà. Très bien. Dernière question, j'ai eu Olivier Mutis au sein de cette belle voiture derrière toi, qui me disait qu'à l'époque vous faisiez les matchs par équipe ensemble, et qui a eu pas mal d'anecdotes et de fiesta. Raconte-nous un ou deux trucs sympas, croustillants, comme on aime sur Tennis Legend. C'était encore une période où on était tous soit jeunes, étudiants, moi j'étais étudiant d'ailleurs, et on avait construit une équipe mais qui était juste délirante, puisque c'était que des gamins du cru qui étaient formés à la SPDT Metz. Et il y avait juste une personne, c'était Victor Caldarelli, un Uruguayen, mais qui vivait à l'année ici. Et autour de lui, qui jouait hyper bien, qui avait un jeu monstrueux, ben on a construit cette équipe avec entre guillemets des bras cassés de club, parce qu'on était tous un peu différents, on était tous à 3-6, 2-6, -2, et au fur et à mesure, on était tellement galvanisés par l'équipe, on était tellement des potes, et ben qu'on était capable de battre quand on était un exemple. J'étais 2-6, j'ai perdu 7-5 au 3e contre Florian à l'époque, qui était 70e mondial. Ouais. Et ça c'était un match par équipe. Donc, et tout ça a fait que, en se prenant, il y a eu un engouement et une volonté de gagner ensemble, qu'on a progressé peut-être beaucoup plus vite, et on a commencé à jouer en National 1A. Quand on est monté, on a joué des clubs comme le Patton, où il y avait Delettre, Raoux, ainsi de suite, qui étaient les meilleurs joueurs français de l'époque, et on perdait très souvent, mais c'était pas si loin que ça. Et je pense que c'était un déclic pour notamment Olivier et moi, de se dire il y a peut-être un truc à aller jouer. Et puis voilà, et puis bien sûr les matchs par équipe, à chaque fois, comme en plus les joueurs on se connaissait, les samedis à la fin des rencontres, on se retrouvait les deux équipes, et puis on allait, que ce soit à Rennes ou à Paris ou à Marseille ou autre, faire des petites fêtes. Et puis là, c'était des jeunes de 18, 19, 20 ans qui se retrouvent et qui font la fête. Donc, avec Anthony Dupuis aussi, non? Il y avait Anthony Dupuis qui était aussi dans l'équipe, Maxime Boyer. Bon ça, allez, bonne édition, merci pour ton temps. Merci à toi. Et à la prochaine, Jules. Ciao.